Des épices, des légumes et un peu de farine. Allez, viens, Quelques ingrédients suffisent pour créer une peinture naturelle. Une activité simple et ludique proposée à la ludothèque Beau Soleil dans le cadre du Mois de l'Enfant à Sarreguemines. La thématique de cette 10e édition est « Tous dehors », un appel à la reconnexion avec la nature. On s'est dit, on va prendre tout ce que la nature nous propose et puis d'en créer une peinture pour que les enfants puissent s'exprimer, soit avec un pinceau, soit avec une éponge, et tout en sachant qu'il n'y a pas de risque parce que c'est naturel. 107 animations sont proposées par la ville de Sarreguemines et ses partenaires dans 12 structures différentes. Des rendez-vous qui permettent aux familles de partager des moments de découverte ensemble. Franchement, c'est très enrichissant pour les enfants. Ça leur permet de développer leur créativité, mais aussi de découvrir toutes sortes de textures avec divers aliments. Prochain événement à la ludothèque, la cour des jeux et des histoires le samedi 28 mars. Une après-midi dédiée à des lectures et des grands jeux en bois. Le mois de l'enfant se clôturera le mercredi 1er avril avec une exposition des œuvres réalisées par les enfants de toutes les structures participantes au périscolaire Les Écureuils. L'ensemble du programme est à retrouver sur le site de la ville. On va calmer notre respiration grâce à elle. L'école élémentaire Récréadis à Sarreguemines risque de fermer si elle n'a pas assez d'élèves pour la rentrée prochaine. Vendredi, l'établissement a organisé ses portes ouvertes. Plusieurs parents avec leurs enfants sont venus visiter la classe, rencontrer l'équipe et potentiellement faire une inscription pour la rentrée 2026-2027. Mais l'école est actuellement en difficulté financière. Alors la situation est critique puisque on ne passe pas sous contrat de l'éducation nationale. Il nous faut malgré ça tenir et donc trouver des fonds. C'est principalement les subventions et les fonds qui nous manquent. Et si malheureusement on n'a pas les 12 élèves, il faudra se résigner à fermer l'école. Les frais de fonctionnement sont à 50% à la charge des familles qui paient 340 € par mois. L'autre moitié, c'est l'association qui doit trouver les fonds. Une situation qui inquiète, notamment Aline, qui a sa petite fille dans l'école. Alors on est dans l'attente, malheureusement. On espère. Ici, elle adore venir. Pour elle, c'est quand les vacances sont terminées, on dit tu vas reprendre l'école. Oh, super et tout. Elle n'attend qu'une chose, c'est de venir à l'école. Cédric, de son côté, est venu avec sa fille Léna pour découvrir les lieux. J'aime bien les trucs là. Et sinon, moi, j'aime bien tout. Alors, on a été motivés par le fait d'avoir un bilan peut-être éventuellement TDAH pour notre fille. Et donc, on est vraiment juste là pour observer et pour voir si éventuellement elle serait inscrite d'ici l'année prochaine, quoi. Julie, la mère de Gabriel, est contente de l'accompagnement et de la méthode pédagogique proposée par l'établissement. C'est vraiment une bonne école et puis la maîtresse, elle a le temps d'être avec chaque enfant. Et il est content de venir à l'école le matin, même le mercredi. Il se lève tôt, il veut venir à l'école, il est épanoui, il est heureux. Et je pense que ça lui a aussi redonné confiance en lui. L'école Récréadis s'adapte au profil de chaque élève avec un suivi sur mesure pour les enfants à besoins particuliers, comme ceux qui ont un trouble 10 ou un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La structure a aujourd'hui besoin de fonds et d'élèves pour pouvoir continuer. Récemment, l'école a reçu un don de l'association Aidons les enfants du monde. Quand tu as le rétro là au bout de la case, tu braques à fond. Plus de 1 000 €, c'est le prix moyen pour passer son permis B aujourd'hui en France. Jusqu'ici, certains jeunes travailleurs pouvaient financer leur formation grâce à leur CPF, leur compte personnel de formation. Mais les règles ont changé. Seuls les demandeurs d'emploi ou encore les salariés bénéficiant d'un financement d'un tiers peuvent utiliser aujourd'hui le CPF dans ce genre de situation. Cette restriction a provoqué des inscriptions de dernière minute dans certaines auto-écoles de notre région. La loi a été appliquée le 21 février. Donc j'ai une paire de jeunes, j'en ai une dizaine qui sont venus quand même s'inscrire pour bénéficier encore de ce CPF. Et je leur avais dit de faire vite car je savais qu'elle allait passer cette loi. La restriction du CPF n'est pas le seul changement. Les apprentis ne peuvent plus non plus bénéficier de l'aide forfaitaire de 500 €, supprimée avec l'adoption du budget 2026. Alors que pensent les jeunes de ces nouveaux changements? On est allé leur poser la question. En fait, justement, j'avais bossé cet été pour déjà commencer à m'inscrire et à pouvoir payer, quoi.
Et j'avais encore aussi cet avantage d'être nourrie, logée. Donc je trouve ça absolument injuste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le privilège en fait, de pouvoir financer par eux-mêmes, par exemple, le permis. J'ai décidé de m'inscrire à l'auto-école de Trotman à Bitche, pas par mes propres moyens, parce que si je compte sur les aides, je pense que ça va me prendre un peu de temps. Après, c'est dommage que maintenant on supprime tout ce qui est aides et tout, parce que c'était vraiment pas mal, parce que les gens qui ont vraiment besoin pour passer leur permis et qu'ils n'ont pas les moyens de passer le permis, je pense que c'est bon pour eux, enfin, c'est mieux pour eux d'avoir les aides. Alors moi, je suis pas vraiment concerné, étant donné que je suis étudiant, j'ai 20 ans. J'ai un travail à côté, donc ce qui me permet d'avoir des revenus mensuellement. Donc j'ai pas forcément de besoin d'aide, entre guillemets, mais je trouve ça bien qu'il y a des aides pour les gens qui ont besoin de financement pour passer leur permis, quoi. Pour ces 2 auto-écoles, les répercussions restent pour l'instant limitées. Ça m'impacte également un peu, mais peut-être pas aussi important que dans les grandes villes, puisque nous sommes à la campagne, mais il y a à peu près une vingtaine, trentaine de jeunes qui pourraient en bénéficier à l'heure actuelle, que malheureusement, ils ne vont plus en bénéficier. Certaines auto-écoles ont multiplié par 5 ou par 10 le nombre d'inscriptions suite à l'annonce de la fin du CPF. Ça n'a pas été le cas chez nous, on n'a pas fait plus d'inscriptions que d'habitude, ça n'a vraiment aucun impact à ce niveau. À plus long terme, les professionnels craignent que ces restrictions compliquent encore davantage l'accès au permis pour les jeunes qui entrent dans la vie active. Maintenant, je me mets un peu à la place des candidats ou des élèves qui, eux, entrent dans le monde du travail, pas forcément les moyens de payer leur permis, ils ont cotisé sur leur compte formation. Alors, je considère que c'est un peu une punition pour eux, puisque finalement le permis, on en a besoin, c'est un accès à la mobilité. C'est les entreprises et les salariés qui cotisent pour ce CPF. Alors pourquoi pas que les parents pourraient l'utiliser du fait qu'ils ne l'utiliseront jamais et cet argent part dans les caisses de l'État. Une inquiétude renforcée par le prix du permis. En France, il faut compter en moyenne entre 1 200 à 1 600 € pour obtenir le permis B. Face à ce coût, certaines solutions existent pour aider les jeunes à financer leur formation, comme le permis à 1 € par jour, un prêt à taux zéro réservé aux 15-25 ans. Le client payera 30 € par mois, qui sera prélevé sur son compte. Nous, on sera payé de l'intégralité de la somme qui a été allouée par rapport à ça. Dans notre région, certaines missions locales ou organismes proposent des aides pour financer le permis B sous certaines conditions. Des dispositifs qui restent précieux pour certains jeunes, alors que le permis est souvent un indispensable pour accéder à l'emploi. Le gymnase de Puttelange-au-Lac s'est transformé en terrain de vol le temps d'une journée. Une grande rencontre interclub d'aéromodélisme était organisée. Plusieurs membres d'associations du secteur sont venus. L'idée était de voler ensemble, d'échanger sur ses créations personnelles et de partager les connaissances de fabrication. Trouver un moment convivial entre tous les pilotes qui n'ont pas forcément la chance, comme à Puttelange, d'avoir une salle de pouvoir voler à l'intérieur, donc de faire appel à ces gens-là, viens voler chez moi, tu verras, tu seras bien reçu et on va bien s'amuser toute la journée, quoi. Parmi les pilotes présents, il y avait Dorian. Il est passionné depuis longtemps par les avions. Il a intégré le club d'aéromodélisme ICAR de Wittersbourg il y a 3 ans. J'aime beaucoup fabriquer les avions, surtout s'ils sont esthétiques, mais parce que l'électronique, j'aime pas vraiment ça, mais sinon construire l'avion et après le voir voler, j'aime ça, oui. Cette rencontre a aussi permis à des visiteurs de toutes les générations de découvrir l'aéromodélisme en intérieur. Le club de Puttelange propose des essais de pilotage en double commande. Ici, chacun dispose d'une petite fibre d'artisan, mais pas besoin d'être un grand bricoleur pour débuter. Le plaisir de partir d'un bout de papier pour ensuite le faire voler, quoi. Mais en électricité, en électronique, en vol, en pilotage, vous pouvez être le néophyte le plus parfait. Nous, on est là pour vous apprendre tout ça. À l'intérieur du gymnase, les pilotes ont pu faire plusieurs vols et pratiquer différentes figures. Ils se sont aussi lancé un défi, être celui qui a éclaté le plus de ballons avec les hélices de son avion. Un rendez-vous de passionnés qui a permis à quelques curieux de mettre un pied dans cette activité et un jour peut-être leur permettre de voler de leurs propres ailes. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes.
Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui s'annonce pour demain. Le ciel sera bien dégagé et le soleil va réchauffer l'air. Les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Louises et il fera jour de 6h48 à 18h39. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Dimanche, découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de toutes les communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et de la communauté de communes du Pays de Bitche. Un rendez-vous à suivre en direct dès 20h sur Mosaïque Cristal. Bonjour, aujourd'hui dans Hop là, nous replongeons dans le passé glorieux du château Hutschneider. Cette demeure a traversé les époques. De 1908 à 1939, elle est d'abord la propriété de la famille Hutschneider. De 1939 à 1945, elle subit les affres de la guerre jusqu'à être incendiée en 1945. En 1958, Marcel Piron rachète cette ruine pour y installer les bureaux et les ateliers de son entreprise. Le château est ensuite réhabilité et abrite aujourd'hui les bureaux de la Casque. Bonjour Jean-Michel Conrad. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation pluvieuse. Avec plaisir. Alors, tu es le petit-fils de Marcel Piron, fondateur de l'entreprise Piron. Tu es aujourd'hui retraité de la PJ du mythique 36 Quai des Orfèvres. Tu es également auteur de plusieurs romans policiers et surtout de 2 ouvrages qui nous intéressent aujourd'hui. L'un sur Marcel Piron, donc ton grand-père, et l'autre sur le château Hutschneider du temps de Piron. J'ai récupéré 2 exemplaires chez ta tante et je dois dire que je les ai dévorés. C'est gentil, merci. Première question, comment est-ce qu'on passe d'inspecteur à écrivain ? Ah,
C'est une bonne question. Comment on passe d'inspecteur à écrivain l'écriture fait partie du métier. Donc les rapports sur les enquêtes criminelles nécessitent une réaction poussée. Des enquêtes sur une scène de crime nécessitent d'avoir des informations très claires, transmises en français, en bon français. Il faut trouver les mots justes pour décrire la scène de crime, des choses comme ça. Donc l'écriture fait partie du métier de flic de PJ. Alors après, j'ai eu envie de raconter des souvenirs pour mes enfants, pour mes filles, que je ramenais jamais de travail à la maison, donc je parlais jamais de mon boulot à la maison. Quand elles étaient en âge de comprendre, j'ai raconté mes souvenirs de la PJ. Et puis après, de fil en aiguille, je suis resté dans le polar, dans l'écriture, mais dans le polar. L'imagination fait le reste. Et puis là, ton métier d'inspecteur, c'est aussi un métier d'analyse. Donc, tu as dû en faire preuve aussi pour écrire ces 2 livres, parce que tu as récupéré beaucoup de pièces. Alors, la base est la même. La base, c'est les archives. Il n'y a pas de bonne police sans archives. Et pour écrire ces bouquins, j'ai pu avoir la chance de consulter les archives de mon grand-père, celles qu'avait conservées ma tante, pour écrire ces 2 livres. Notamment le livre sur le château de Schneider. D'accord. Malheureusement, les archives ne sont pas totales, mais j'ai pu à peu près reconstituer le puzzle. Mais malheureusement, c'est toujours quand les personnes sont mortes qu'on se pose des bonnes questions, qu'on n'a jamais eu l'idée de se poser avant. Et malheureusement, on n'a plus de réponse. Donc, il est important d'écrire les choses. Mon grand-père le savait, il était important d'écrire les choses, parce qu'en tant qu'éditeur qui avait vécu la guerre, il a eu au cœur de ses préoccupations comme éditeur dans les années 70, de trouver les bons auteurs qui avaient été des témoins privilégiés de l'époque de la guerre et de les faire parler. Donc on retrouve des personnages très importants comme Genaiser ou Igel sur la guerre vécue par les Lorrains, les Sarregueminois en particulier. D'accord. Et ces archives, justement, vous en avez fait don aussi aux archives de Sarreguemines Une partie, ma tante est en train de les trier et le but du jeu, effectivement, est qu'elle ne se perde pas, qu'elle reste. Oui, c'est important de préserver ce patrimoine historique. Alors, en ta compagnie, nous allons redécouvrir l'histoire du château et de ses annexes à la grande époque de l'entreprise Pierron. Mais avant ça, faisons un petit retour en arrière. Donc, le premier propriétaire, on le sait, c'était la famille Utzschneider, qui occupe les lieux de 1908 à 1939, soit pendant 31 ans. Que se passe-t-il ensuite ? Alors ensuite, personne ne l'a oublié, c'est la guerre, donc les Français, les Allemands, les Américains, qui foutent le feu. Par connerie, est-ce que c'était un acte criminel? On ne saura jamais, mais bon, l'incendie éclate fin de la guerre, décembre ou janvier 1945, décembre 1944 ou janvier 1945. Mon grand-père a dit que les Américains ont refusé l'intervention des pompiers pour éteindre le feu. Alors, pourquoi écrit ça? Je pense qu'il avait certainement des informations pour le dire, pour l'écrire. En tout cas, donc c'est le château en 1945, il reste en état, donc il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de comble, et il reste ainsi pendant 13 longues années, soumis aux outrages du temps. Ouais, donc c'est une véritable ruine que va racheter C'est une ton ruine, grand-père. voilà. Donc, et si mon grand-père n'avait pas racheté cette ruine en 1958 à la veuve Schneider, parce qu'il avait déjà racheté tous les terrains autour auparavant, et le château aurait été à un moment donné définitivement perdu, quoi. Et on n'aurait pas le plaisir de le voir tel qu'il est aujourd'hui. Oui, il a sauvé ce patrimoine. Donc je pense que le véritable sauveur du château, c'est Marcel Pierron. Et tu m'as confié lors de notre entretien téléphonique que depuis que ton grand-père avait vendu le château, tu n'avais plus remis les pieds dans ce château? Non, je n'ai plus jamais remis les pieds. Donc là, c'est une première. D'accord. Beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir à retrouver le château, à le deviner tel qu'il aurait pu être du temps de ces brillants industriels qui étaient les Utzschneider. Oui, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Dans les années 60, tu te promenais dans les couloirs de ce château. Qu'est-ce que ça te fait de revenir aujourd'hui ici? C'est une grosse séquence émotion pour moi, parce qu'effectivement, je ne suis pas revenu ici depuis 1991, date à laquelle mon grand-père a vendu l'édifice au district. Donc je découvre en gros le château tel qu'il avait pu être du temps de la famille Schneider. D'accord. Donc là, toi, tu reconnais presque plus rien. Je ne reconnais pas. Sinon, ce que j'en savais de par les photos
du château en ruine, de ce que ça pouvait être. Mais non, je n'y étais jamais rentré. L'entrée n'a pas changé, à part qu'il y a un tapis, mais bon, le panneau mural, le magnifique panneau mural de la faïencerie est toujours là, magnifique. Il y avait une porte battante, comme il y avait dans les saloons. Mais quand on passait cette porte battante, on arrivait effectivement, il y avait ces piliers qui étaient là, que mon grand-père avait conservés, effectivement. Aujourd'hui, le château, tel que je le découvre, il est magnifique. Donc j'ai vraiment l'impression de me retrouver du temps de la famille Schneider. Les architectes ont fait un beau travail lors de réhabilitation. Sûr, oui. Effectivement, c'est une très très belle réalisation. D'accord. Et alors, tu me disais que là-bas, au fond, il y a le bureau de ton grand-père. On va peut-être aller faire un petit tour? Oui, s'il existe encore. Oui. Allons-y. Nous voici dans l'actuelle salle de conseil de la Casque. Donc là-bas, au fond, c'était le bureau de ton grand-père, c'est ça? Oui, si je remets mes souvenirs en place, oui. Les fenêtres qu'on voit là, c'était les fenêtres du bureau de mon grand-père. Il avait 25 mètres carrés, séparés par des toilettes. Et la partie du fond, le plus grand bureau, était celui de son secrétariat. Ok, donc toutes les cloisons de l'époque ont été abattues, oui, ça n'a plus rien à voir. Donc, ce qui fait que je me suis un petit peu perdu à cet endroit-là. Oui, ça se voit. Alors ici, à cet emplacement, tu me disais qu'on avait une machine d'imprimer. Oui, il faut imaginer qu'il y avait une cloison tout le long qui séparait la salle d'exposition du matériel scolaire et scientifique. Et la partie arrière, qui donne sur le parc, c'était les machines d'imprimerie. Voilà, donc il y avait une partie de l'imprimerie qui était ici, tout ce qui était typo, et une partie qui était dans les anciennes écuries. Voilà. Et dans la cave aussi, tu avais la fabrication des cartes postales. Hein? Voilà, le train de fabrication de cartes postales au bromure, voilà, donc les cartes postales en noir et blanc. Donc, ok, d'accord. Ça, c'était avant l'arrivée de l'offset. Ok. Sur cette photo, on peut voir ton oncle, Jean-Marcel, qui est à cet endroit-là, oui. Sur cette même escalier. C'est une photo qui date de 1958, lorsque mon grand-père a acheté les ruines. Donc on imagine bien la rambarde de l'étage qui s'est effondrée complètement. L'escalier qui est à moitié effondré aussi. L'escalier était en bois à l'époque, avec des marches en chaîne. Donc à mon avis, on ne pouvait plus grimper sans escalader. Mais voilà, donc l'escalier a été refait en gros à l'identique, à part qu'il est en pierre. Ouais. Oh ouais, c'est ce qu'on voit là, hein, voilà, vraiment. Mais bon, très très belle réalisation. Alors tu me racontais aussi hors caméra une petite anecdote avec des employés de ton grand-père. Est-ce que tu peux me la rappeler? Oui, au dernier étage, dans le troisième étage, celui qui avait rehaussé mon grand-père, il y avait Gilberte Drour qui travaillait là, qui était une amie de ma grand-mère. Elle travaillait aux cartes postales, à l'édition de cartes postales. Sa fille Simone travaillait ici même. Alors à cet endroit-là, l'atelier n'avait pas été conservé par mon grand-père. Il avait fermé la tour. Et donc il y avait un demi-palier à ce niveau-là, tel le demi-palier. Et c'était le standard téléphonique. Et c'était sa fille Simone qui s'occupait du standard. Et donc il y avait un petit escalier de meunier qui montait au standard. Donc elle avait une vue magnifique sur la cour d'entrée du château. Et malheureusement, Simone est morte jeune, à la suite d'une longue maladie. Et quand mon grand-père a appris le décès de Simone, il savait qu'elle avait une fille, Simone, une fille qui était jeune. Donc il a demandé à son fils, Jean-Marcel, de l'embaucher si elle n'avait pas de travail. Ok. Et donc je sais que cette jeune personne à l'époque a été embauchée chez Piron et qu'actuellement elle travaille à la Casque. Ah, bah alors donc, ça c'est rigolo. Il y a trois générations de la famille Brour qui ont travaillé dans le château. Et peut-être qu'on va la croiser dans les couloirs, ça serait rigolo. On monte à l'étage? Ah, volontiers. Ici encore, au premier étage, tout a changé. Tu ne reconnais plus rien? Je ne reconnais plus, puisqu'ils l'ont refait comme il était à l'identique. C'était la partie nuit, les chambres de la famille Schneider qui donnaient sur cette coursive. Alors que mon grand-père, pour un souci évident de gain de place, avait comblé le vide et mis une dalle qui est sur toute la superficie du château. Voilà. Et donc à cet endroit-là, il y avait le service comptabilité au départ.
Ok. Et donc, encore au-dessus, il y avait un étage qui avait été rehaussé, voilà, qui était couvert par une toiture peu pentue. Et il y avait tout le service des cartes postales et des éditions de cartes postales. D'accord, avec la fameuse Gilberte, hein, ouais, c'est ça. Ok. Et ton frère raconte une anecdote très intéressante sur le système de financement du chauffage du château. Est-ce que tu peux me la raconter? Oui, alors donc mon grand-père, on est pratiquement en 1959, et, le château est pratiquement terminé, la reconstruction est terminée. Il a besoin, par contre, de financement pour le chauffage central. Et il a acheté à l'aveugle deux wagons SNCF qui sont remplis d'animaux empaillés. Une fois que les animaux arrivent ici, il se rend compte qu'il y a de tout, beaucoup d'animaux africains, notamment des lions. Et donc il a l'idée de les revendre à des musées. Oui. Et les lions, il a pris l'annuaire du Bas-Rhin, de Moselle, et il a cherché tous les restaurants qui avaient une enseigne au lion d'or, au lion de ceci, au lion de cela. D'accord. Et il a fait un courrier type en leur proposant l'achat d'un lion empaillé qui valoriserait leur établissement. D'accord. Et donc c'est comme ça, en vendant tous ces animaux empaillés, qu'il a pu financer le chauffage central du château. Bah c'est vraiment très ingénieux. Voilà. Alors on va aller dehors et puis on va découvrir où était placé le lion devant la cantine. Le tigre. Ça tigre. Ah, le tigre. Le restant. Le seul qui n'avait pas été vendu. Ok, on va aller le voir. Alors à l'emplacement justement du fameux tigre et de l'emplacement de la cantine, donc c'était ici alors? La cantine était implantée quelque part par là. Voilà, d'accord. Et puis derrière, il y avait une petite maison qui était celle de mes parents, où j'ai passé les premières années de ma vie. D'accord. Donc, tout ça, il y avait le séquoia, ce fameux séquoia. Alors je reviens juste un tout petit peu sur la cantine. C'était plutôt rare, hein, une cantine à l'époque. Avant même que le château ne soit réhabilité, la cantine existait. C'était un bâtiment d'après-guerre, une dalle en béton et une structure en bois. D'accord. Parce que mon grand-père avait toujours le souci du bien-être de ses employés, de ses ouvriers. Donc la cantine, c'était important. Donc par la suite, elle a été agrandie à une partie en béton et qui faisait 100 mètres carrés. D'accord. Et j'ai souvenir d'enfant. Oui. Dans les années 60, je me rappelle du premier distributeur de boissons froides et de boissons chaudes. Voilà, donc. Et il y avait également, mon grand-père étant à l'origine libraire, imprimeur, il y avait une bibliothèque à la disposition des employés. Voilà. D'accord. Donc là, on est devant le séquoia auquel ton grand-père tenait particulièrement. Oui, qui avait été forcément planté par la fameuse Sénère, mais mon grand-père avait souhaité, je pense que c'est un accord tacite qu'il avait avec Hubert Roth, à l'époque le patron du district, pour que le séquoia ne soit jamais rasé. Voilà, donc, d'accord, voilà, je pense que c'est une condition. Et il est toujours là. Il est toujours là, il est majestueux, donc voilà. Alors, la maison de ton grand-père avait fait construire une maison juste derrière. Oui, hein. En 1952, il a construit sa propre maison derrière. Voilà. Et dans ton livre, tu dis aussi qu'il venait en voiture jusqu'à ses bureaux. Il y avait un chemin en gravier en schiste rouge qui menait de la maison à la cour devant. Voilà, donc, avec sa déesse. Avec sa déesse, voilà. Ok, donc, pourtant c'était vraiment pas loin. Il aurait pu venir à pied. Hein. C'était un homme pressé, il n'avait pas le temps pour faire du sport. Donc, il avait 1000 choses à faire et donc la marche, il n'avait pas de temps à perdre. Ok, c'est très bien aussi. C'était une autre époque. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, maintenant, on se déplace en vélo, par exemple. Oui. Hein. Comme moi. La preuve, on en voit là. On trouvait également une machine d'imprimerie autour duquel se sont installés 2 boulots. Est-ce que tu peux me préciser l'emplacement? Alors, c'est dommage, cette machine, elle est plus... Cette vieille machine typo, elle était quelque part par là au niveau de la soufflerie qui sort du buisson là. D'accord. Et donc, il l'avait gardée parce que, étant imprimeur, pour lui, c'est une vieille machine qui ne servait plus, donc il l'avait laissée en décoration. Et au fil des années,
dans les 34 ans d'existence de Pierron Entreprise, ici sur le site du château, eh ben, 2 boulots avaient poussé au travers les parties ferraillées de la machine. Il les avait laissés. Oui. Et donc, il avait coutume de dire, à propos de la machine et de boulots, cette machine, elle m'a apporté du boulot. Ah. Et donc, il a joué sur les mots, les boulots qui ont poussé, et oui, les machines, c'était du boulot. D'accord, voilà. ok. Et puis en conclusion aussi, on peut dire que la nature reprend toujours ses droits. Oui, c'est ce qu'il disait effectivement de l'écrivain Henri Bordeaux, qui situait beaucoup de ses romans dans un château, et à la fin, donc, il disait la nature reprend toujours ses droits. Et il avait compris cette expression-là quand il avait vu le château en ruine pour la première fois. Voilà. Et donc, pour conclure avec le bâtiment lui-même, mon grand-père occupait donc les fenêtres que l'on voit là. Et c'était un bureau de 25 mètres carrés. Il disait la gentillesse méchante de certains de mes concitoyens m'a attribué le titre de châtelain, ce que je n'étais pas. Il disait les véritables châtelains du château, c'était mes 350 ouvriers qui occupaient 2475 mètres carrés. Ah bah oui, c'était Voilà. eux les vrais châtelains. Et il avait raison sur le fond. Il avait raison. Là, nous sommes devant les anciennes écuries du temps de Hutschneider. Quelle était la fonction de ce bâtiment du temps de Pierron? Alors, donc, ces anciennes écuries des chevaux de course de la famille Hutschneider ont été rachetées par mon grand-père, je pense, en 1956, avant même qu'il ne s'intéresse aux ruines du château. Et donc, il y a installé pour partie l'imprimerie, une partie de l'imprimerie. Le détail, parce qu'il y avait de la typo dans le château, et là c'était du plus gros matériel, et ainsi que la fabrication de matériel scolaire et scientifique. Ok, d'accord. De stockage, voilà. Et comme les locaux étaient trop petits, donc il a fait des extensions qui arrivaient quelque part de plusieurs mètres. C'était pas forcément esthétique, mais bon, c'était pas le souci de mon grand-père, l'esthétique. Il avait besoin C'était que ce soit pratique. Voilà, donc le château, c'était 2500 mètres carrés. Et donc, à la fin, il avait en tout, sur tout le domaine, 5000 mètres carrés. Et tout était plein. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est intéressé dès les débuts des années 70, quand la zone industrielle a été créée. Oui. Il a acheté un terrain de 4 hectares en vue de transférer l'activité plus tard. Voilà. Mais ça, c'est une autre aventure, qui n'est pas celle-là du château. Voilà. Nous nous trouvons maintenant devant le bâtiment qui abrite actuellement notre chaîne de TV locale Mosaïque Cristal. Sur l'une des photos de ton livre, on en aperçoit la toiture d'ailleurs. Ce bâtiment a été construit par ton grand-père. Par contre, quelle était sa vocation à l'origine? Alors, ce bâtiment a été construit en 1962 par mon grand-père. Oui. On l'appelait le bâtiment F1 et c'était la fabrication de matériel scientifique. D'accord. Voilà, donc sur deux étages, il construisait du matériel scientifique. Voilà. Il avait racheté également les fermes Grafenstein. Oui, à la place de ce parking, il y avait ce qui restait de la ferme Grafenstein. Okay. Parce que dans le temps, Neunkirch, c'était la campagne par rapport à Sarreguemines. Oui. Et donc, il y avait une ferme, et donc il restait un bâtiment de la ferme Grafenstein dans lequel il avait mis son atelier de fabrication de mannequins articulés pour les écoles, les écorchés. Voilà. C'est pas les fameux squelettes, c'est les coupes. Non, les squelettes, non, ils étaient fabriqués sur un site à part, à la Hermeskappel, près de Vrisbuck. Alors tu l'as dit juste avant, l'activité de l'entreprise Pierron se développe, le château devient trop exigu. L'entreprise s'installe donc en zone industrielle à Sarreguemines. Le château est vidé en 1983, mais il reste entretenu par ton grand-père tout de même. Oui. Des repas de comité d'entreprise s'y tiennent encore dans le grand hall. Voilà, oui. Et ton grand-père a également conservé 2 pièces à l'étage. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces pièces? Oui, il avait conservé 2 pièces parce que mon grand-père était passionné c'était un peintre amateur, donc il faisait beaucoup de peinture. Où qu'il aille, il emmenait toujours une toile et des pinceaux. Donc, il avait conservé au château 1 pièce ou 2 pièces. Et une fois l'an, à la réunion de famille, il emmenait toute la famille après le repas.
Certains font des promenades digestives et le grand-père il avait décidé que tout le monde était capable de peindre une toile et de s'essayer la peinture. Donc il y avait des toiles vierges pour tout le monde, des tubes de gouache de peinture à l'huile, tout ce qu'on voulait. Et chacun avait 1 heure pour essayer de faire un petit truc. D'accord. Ouais. Et alors je pense qu'il a un peu transmis cette passion aussi à ta tante Janie, qui aime aussi... Oui, Janie est une artiste, effectivement. Oui. Donc Janie a conservé cette passion de... Et toi, est-ce que tu es un artiste peintre? Non. Non, juste un écrivain, c'est déjà ça. Ok. Alors merci de nous avoir partagé tous ces souvenirs. C'est assez cocasse parce que comme tu le dis dans le livre, ton grand-père te reprochait parfois ton manque d'intérêt pour l'entreprise. Oui, j'étais l'aîné de ses petits-fils, c'était avec moi qui s'engueulait le plus. Mais bon, pourquoi je suis pas rancunier, quoi. Oui. Et pourtant aujourd'hui, effectivement, c'est toi qui fais vivre sa mémoire. Voilà, donc il doit te remercier de là où il est. Donc c'est vrai que je n'ai qu'un souhait, c'est qu'un jour, la casque mette une plaque à l'entrée du château et se rappelle de mon grand-père comme étant celui qui a sauvé le château. Oui, voilà. Alors j'ai fait un rêve, un vieux pieux. J'espère qu'elle l'entendra. Oui, j'espère. Et dans cette famille, tu as aussi tenu à rendre hommage à ta grand-mère douce et bienveillante en donnant son prénom à ta fille. À ma fille aînée, oui. Mathilde, oui, c'est ça. Donc, c'est un bel hommage. Et puis, je veux remercier aussi ta tante pour m'avoir transmis tes coordonnées. Oui, c'est gentil à elle. Ouais. Et puis, toi, je pense, pour l'aide précieuse qu'elle t'a apportée dans l'écriture de ton ouvrage, de tes ouvrages. Ouais. Et puis, je te laisse le mot de la fin, si tu veux peut-être clôturer. Même si Alors, le mot de la fin, je crois que je l'ai dit. Il n'y a pas de mot de la fin. On a dit pendant 1 heure tout ce qu'on a pu dire sur le château, sur ce qu'en avait fait mon grand-père, qui a permis de le sauver. Voilà. Donc, le mot de la fin, j'en ai pas. Mais bon, on pourrait éventuellement repartir sur une histoire... du Major Bennett. Oui, peut-être. Au travers de mon grand-père. Peut-être. Qui a aussi sauvé le souvenir de ce libérateur de Sarreguemines. On te reverra donc sur TV de Mosaïque. Eh bien Marie, c'était un plaisir. Ok. À bientôt. Voilà. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!